Décembre, un mois de souvenirs de notre, de grands souvenirs, grands moments de notre vie démocratique. C'est un mois bien chargé d'histoire. Et qui dit histoire dit le reflet d'hier sur aujourd'hui, déceler la part de ce passé-là dans les faits politiques d'aujourd'hui. C'est l'exercice auquel nous avons convié le consultant politique Eteli Agapit, Napoléon Maforika, expert en management électoral, il faut le rappeler, expert aussi en communication, médias et communication politique. Bonjour à vous, téléspectateurs. Bonjour à notre invité. Bonjour à vous, comme je disais. Bonjour Latifou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bon après-midi dominical. Ce que souvent nous oublions, c'est relier le passé à ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu merci, vous êtes là. Nous allons essayer de relier ces vécus politiques quotidiens à ce que nous avons oublié, le passé. Merci de toujours être là, toujours surtout prêt à faire le lien entre hier et aujourd'hui. C'est important parce que les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Le temps faisant son œuvre, il est important de rappeler de temps à autre le passé. Je voudrais par cette occasion saluer le passage sur les écrans tout à l'heure du doyen Pierre Chrétien, qui fut instructeur du temps du Parti de la Révolution populaire du Bénin et qui a le mérite de répondre présent chaque fois quand il est sollicité, contrairement à beaucoup d'autres qui sont là, qui n'ont pas envie et qui se refusent à laisser une partie de leur vécu, de leur expérience à la génération. Je pense que M. Chrétien fait preuve d'une très grande humilité, d'une très grande disponibilité, une affabilité qui mérite d'être saluée et d'une disponibilité esquisse qui permettent quand même d'avoir assez d'informations. Je voulais le saluer ici et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la télé et pour la génération que je constitue, une génération de témoins, puisque comme j'ai déjà été de cette école du PAPB, j'ai été jeune scolaire engagé, donc membre du mouvement révolutionnaire scolaire. Je connais ce mouvement, je connais ce milieu. Et eux pour nous, étaient nos instructeurs, mais plus que ça, nos responsables. Je me rappelle encore certains débats un peu osés vers la fin du système 87, 88, 89, avec certains responsables comme Adam Bangoudou, qui était le directeur de la coopération scolaire universitaire, je me rappelle, avec lequel, qui était le directeur général, donc dans les éléments parfois venaient nous instruire, et avec lesquels on avait quand même le courage de tenir certains types de débats. À l'époque déjà, c'était pas facile, mais ils nous écoutaient et ils donnaient quelques réponses. C'est aussi preuve de disponibilité. Donc je retrouve 30 ans après, 32 ans après un Pierre Chrétien, que 30 ans de renouveau démocratique n'a pas du tout essoré et qui reste disponible. Je voulais le saluer. C'est tout le saluer pour ce qu'il fait en termes de démystification, si vous voulez, de ce temps-là, qui pour nous plus jeunes reste quand même un mystère, chacun tirant ce mystère-là de son côté. Merci à lui. Et surtout, on l'a vu, c'est un instructeur, vous l'avez rappelé, mais très à l'aise quand même d'analyser les faits d'aujourd'hui et parfois de les apprécier à leur juste valeur. Vous savez, ce que je parle aujourd'hui n'est pas nouveau. Il était prédit, d'ailleurs, par Kérékou lui-même. Mais tout analyste pointu, qui se met au-dessus de la mêlée, devrait déjà savoir que l'issue de la crise de 89 ne peut pas s'arrêter à la conférence nationale et à la constitution du 11 décembre 1990. C'était l'erreur fatale que nous avons commise en pensant que dès lors qu'on chante dehors Bénin père de la démocratie, Bénin champion de la démocratie, Bénin étonne, Bénin ci, Bénin ça, que ça suffisait pour bâtir le pays. Et on s'est trompé. On s'est d'autant plus trompé qu'il n'y a pas eu une génération d'aînés engagés et seulement écoutés. Le seul qui tentait, c'était Monseigneur de Souza. Il a été recadré par l'Église catholique, affaibli par le président Soglo. C'est-à-dire retourné entièrement dans l'Église en réalité. Recadré, non. Recadré, ça veut dire, attention, tu vas trop loin en politique, ne t'engage pas trop. N'oublions pas qu'au sortir de la conférence nationale, Monseigneur Isidore de Souza était président du Haut Conseil de la République.
Et qu'est-ce qui était le Haut Conseil de la République? Le Haut Conseil de la République, c'était le Parlement et la Cour constitutionnelle de transition. C'était le Parlement et la Cour, les deux cumulés. Les deux cumulés. Une charge hautement politique. Absolument, puisque c'était les membres du Haut Conseil, c'était les membres du Présidium de la conférence, les présidents des commissions et les rapporteurs, les présidents des associations de développement, et puis qui, voilà, c'est tout, normalement. Donc, c'était une institution vraiment politique, désignée de personnalités qui sont venues là par hasard, parce que le bureau c'est un hasard, les élections, et puis donc tout. Alors, moi c'est le sujet qui fait office de personnalité morale dans tout ce lot, a essayé peu ou prou de gérer les humeurs des uns, les ambitions des autres, les velléités a su gérer, manager. Mais chemin faisant, naturellement, chacun se découvrant, il a commencé par voir que ce qui paraissait lourd à la conférence nationale n'avait suffisamment pas trop de crocs ou suffisamment trop, incarnait plutôt des tigres, des singes habillés de peau de tigre. C'était plus des singes habillés de peau de tigre, alors que ce qui paraissait agneaux n'était que des loups mal vêtus, enfin déguisés. Donc les rôles ont un peu changé. Et Monseigneur a commencé par rappeler les acquis de la conférence, l'évolution, les exigences, les recommandations. Ça n'a pas été du goût. Il faut dire les choses du président Soglo, qui était président à l'époque. Le premier régime d'appel. Le président Soglo voyait mal les interventions de Monseigneur. Je vais vous donner par exemple, lorsque le président Soglo, par exemple, prend du temps pour installer la Cour constitutionnelle. La loi organique de la Cour constitutionnelle a été votée, promulguée le 4 mars. C'est une loi du 4 mars 1991. Pourquoi? Quelqu'un le dira après que c'est une loi pour lui. On a tout fait pour qu'on sorte la loi organique de la Cour constitutionnelle pour que d'autres dirigent à la place du chef de l'État. Quand il prend les décisions, quand les gens vont voter les lois, on va décider les lois. Donc, quelqu'un estime que la loi organique de la Cour constitutionnelle était une loi créée pour affaiblir le président de la République. Est-ce que c'est à justice qu'il estime? Ce n'était pas faux ce qu'il disait. Tout à que le PCB, en 1993 ou en 92, avait déjà fait une sortie sur cette loi, quand Soglo refusait, parce qu'il jouait des subterfuges, pour ne pas installer tôt le Haut Conseil de la Cour constitutionnelle. Le PCB avait déjà fait cette allusion. Parce que les pouvoirs de la Cour constitutionnelle limitaient ceux du chef de l'État. Le contrôle de constitutionnalité affaiblissait les majorités mécaniques. Et le président Soglo, une fois qu'il a gagné le pouvoir, a compris comment il fallait garder tout le pouvoir. Je dis tout le pouvoir. Pour pouvoir opérer. Pour pouvoir rester aux commandes. Parce que, à la Conférence nationale, on a dit qu'il faut partager le pouvoir. Et que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Il faut avoir des contre-pouvoirs. Mais, à l'aune de la pratique, ceux qui ont commencé par empêcher que le pouvoir arrête le pouvoir, c'était ceux qui ont gagné, ceux qu'on a désigné à la Conférence nationale, qui étaient censés amener du renouveau. C'était le président Soglo. Donc, Monseigneur de Sousa a commencé par attention, ça va mal, faisons attention. Ça n'a pas été tout. Entre des lettres, des audiences, quelques petites fuites dans la nouvelle jeune presse privée, n'était pas totalement du goût du président Soglo, qui a commencé par gesticuler différemment. Essayer dans son prendre au clergé. Je me rappelle, même la visite du pape, la deuxième visite au pays du pape Jean-Paul II, en 1993, c'était dans des conditions un peu difficiles parce que on estimait que Monseigneur de Sousa en faisait un peu de trop. Il prenait trop d'espace. C'est ce que le président Soglo pensait et les siens. Mais Monseigneur refusait que les gens tournent en rond. Ça n'empêchait de tourner en rond. Et surtout qu'on remette en cause certains acquis. Déjà,
la constitution telle qu'il a été votée en 90 n'était pas celle qui était réellement débattue à la conférence nationale. On n'a jamais arrêté 70 ans, 40 ans à la conférence nationale. Jamais. Vous ne verrez ça dans aucun annal, nulle part. C'est venu d'où finalement? C'est venu du laboratoire du président Soglo, qui a été conduit vers certains affidés qui étaient membres de la commission constitutionnelle et qui l'ont intégré. Disons les choses le plus simplement. Vous ne verrez nulle part, dans aucun comment on appelle, dans aucun PV, un rapport journalier, vous ne verrez jamais, mais alors jamais, une seule ligne de la limitation d'âge. Ça n'a jamais été débattu. Et pourtant, ça a été intégré. La preuve, ça a donné lieu à de très longs et houleux débats. Après l'intégration. Ah non, oui, mais quand l'avant-projet a été rendu public, et long débat. Donc, je pense qu'Albert Evoyer, c'était fait le chantre de la lutte contre cette affaire. C'est comme ça que, pour aller plus, pour couper la poire en deux, on a proposé le 3e bulletin. Vous avez jamais vu en Afrique une élection avec 3 bulletins? Oui, non, oui, mais. Le mais là veut dire quoi? Oui, mais. Nos populations ne connaissent pas le oui, mais. Donc, là, déjà, au niveau de l'adoption de la Constitution de 1990, il y a eu des tricheries. Il y a eu tricherie. Il y a eu manifestation volontaire de ne pas, de biaiser la décision de la Conférence nationale. En fait, il y a eu un groupe de personnes qui ont détourné la décision. Évidemment, et on vous dira le peuple étant souverain et que la conférence n'étant pas encore la constitution, surtout que elle n'avait pas une valeur constitutionnelle, que cette décision n'étant pas une charte politique, non encore une loi, non une loi organique, et que bon, on peut toujours faire on peut toujours ajouter des éléments. Je pense que les gens se sont appuyés là-dessus pour intégrer cet élément. Mais après, quand on l'a érigé en option fondamentale, là, je me suis dit, quelle aberration. C'est une aberration. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc, vous comprenez comment cette constitution est arrivée. Et si c'est arrivé dans cette condition-là, j'écoutais le docteur Laurent Delors-Faton sur ce plateau, qui disait que la constitution de 11 décembre 1990 était déjà en elle-même chrysogène. J'ai dit, il a raison. Il a raison, on ne va pas étaler ça ici. Mais c'est pour vous dire quoi? Que en fait, l'élite qui a gagné le pouvoir en 90, au statut de la conférence nationale, n'était pas absolument meilleure que ceux qui ont dirigé le pouvoir de 72 à 75, de 75 à 99. Le seul problème, c'était l'idéologie marxiste-léniniste proclamée en 74-75, qui a mal été orientée, le chef ne sachant pas de quoi on parle, et le bureau politique étant constitué de gens qui étaient déjà combattus par d'autres qui sont les plus ouverts vers le monde. C'est ceux qui les combattent, c'est ceux qui sont les plus ouverts vers le monde. Et donc, la maladie de Boko Ignace et le fait qu'il a été rapidement mis de côté, il est décédé en 82, il a été longtemps malade, 81, a montré, ça a affaibli totalement le système. Donc, Romain Villon-Guézo, qui était le numéro 2, comprenait pas grand-chose de l'histoire du monde. Il n'a jamais lu un manifeste. Il ne connaît pas, il n'a pas ce niveau. Donc, vous comprenez que on a été gouverné par un groupe de marxisants rejeté par d'autres groupes de gauchistes proches du système et maintenant des militaires qui, ayant voulu ou voulant garder le pouvoir avec le soutien des jeunes, ont laissé faire. Et donc, étant entendu que l'essentiel du pouvoir était tenu pour garder la stabilité du système, le reste passait de côté. On a nationalisé les sociétés d'État en 1974, elles ont toutes été dilapidées. Elles ont connu 10 ans après, en 1984, il ne restait plus grand chose des sociétés nationalisées. Plus grand chose.
Il y avait des os à croquer. Enfin, s'il y avait encore quelques viandes, quelques débris, quelque part, quelques restes. Il n'y en avait pas trop. Donc, voilà en fait ce qui était le système de 89 au moment où on entrait à la Convention nationale. Donc, quand vous écoutez Piontier, vous comprenez justement que lorsqu'on bâtit une constitution sur ces éléments, lorsque la conférence devient la dernière solution, comme la solution magique, après laquelle on n'a plus voulu réfléchir, que nos atermoiements ne cessent de se poursuivre pour nous conduire à la situation d'aujourd'hui, qu'on tente de coller à Patrice Talon, qui n'est autre que celui qui est venu pour remettre les choses à l'endroit. Quand vous dites qu'il est venu effectivement mettre les choses à l'endroit, c'est tout de même comparer deux moments. La fin de la conférence, il y avait quand même, on va dire, un certain enthousiasme, peut-être même qui a fait en sorte que les gens ne se sont pas rendus compte de l'inaccomplissement, on va dire, l'inaccomplissement, peut-être que c'est trop osé, de la conférence nationale des forces vives. La fin, cet enthousiasme-là, comparé, est-ce que c'est l'enthousiasme justement qui a empêché d'abord aux gens de voir les failles? On aura le temps de revenir sur la conférence nationale, on a tout le temps, hein, on démarre le 39 en début de l'année. Tout à fait. On aura le temps de parler en long et en large. Mais comprenez la conférence nationale. Je disais sur une chronique que les coups, le pouvoir et la ruse. Comprenez la conférence nationale. La conférence nationale est intervenue à un moment où le seul maître à bord du navire Bénin était Mathieu Kérékou. Il n'y avait plus le parti. Il n'y avait plus la constitution, parce que la constitution dérivait du parti. Et donc, enfin, je ne sais pas si la constitution, oui, puis la constitution existe après le parti. C'est-à-dire que... C'est le parti même d'abord. Le parti de la Révolution populaire du Bénin a été créé en 1975. D'accord. Et la constitution en 1977. Donc, la constitution dérive du parti, dont elle est le socle de la gouvernance. En fait, la constitution était l'instrument que le PRPB s'était donné pour conduire les affaires, pour diriger l'État béninois. Donc, à partir du moment où le parti ne dirigeait plus l'État, son instrument est perdu. Et la ligne directrice est effacée, les bornes sont franchies, plus de limites, plus de... Voilà. Alors, un an reste en demandant le 6 et 7 décembre que le président du comité central, le président du bureau politique, convoque le Conseil national, c'est qu'on lui a remis les clés du pouvoir jusqu'à la conférence nationale. Et Mathieu Kérékou ne s'est pas privé d'utiliser ce pouvoir qu'il a donc pu reprendre des mains des forces vives qu'il a aidées, qui l'ont aidé en 1914 et en 1912 et 90, mais qui était affaibli par des petites guerres internes et autres, a repris. Et donc, il a resté seul mettre à bord, soufflant le chaud et le froid. Et donc, quand le personnage qui vient ouvrir les travaux en disant qu'il ne s'agira pas de se lancer dans des diatribes ou dans des dissertations ou des notions, des trucs, des coups politiques, sciences politiques, qui revient 2 jours après pour dire qu'il serait illusoire de croire que le gouvernement est démissionnaire à la fin des travaux, mais qu'il est prêt à recevoir des propositions de formation de gouvernement, qui demande à la conférence de faire des chartes, bref, le 21 qu'il a dit tout et rien, qui revient après le 26 pour dire que en fait on n'a pas besoin de littérature, de cours politiques ou de cours économiques, qu'on avait besoin de concret, de l'argent. Et que c'est à cause de l'argent qu'on a fait la conférence nationale. Bref, les sorties présidentielles, et qui revient plus tard, la nuit, lorsque la commission constitutionnelle a fini son rapport pour dire qu'on ne nous dise pas de démission, on pourrait nous destituer. Parce qu'on a dit que le chef de l'État, quand il va vouloir, les membres du conseil de transition, quand ils seront candidats, s'ils sont candidats, doivent démissionner. C'est le coup qui est monté au créneau, en disant qu'on ne nous dise pas de démission, en clair pour montrer que lui, c'est lui déjà qui dit la transition, et qu'on ne compte pas sur lui pour démissionner, pour aller aux élections. Alors, quand, dans ces conditions, on lui impose un premier ministre, et qu'il accepte,
finalement, le jeu. Pour eux, c'est qu'on est libéré. C'était comme le jour de le deuxième jour. Mais c'est parce qu'on est resté très émotif. Si on était resté réaliste, analyste, après tout ça, on aurait pu prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour montrer que c'est vrai, on a réglé un problème. Mais on est loin. J'ai lu, il y a Baniga qui dans les études en 95, qui sont revenus sur cette situation de 89-90 pour montrer quand même qu'il faut loin de penser, il est loin, c'est très illusoire de penser que c'était quelque chose de planifié, de parfait, qu'il fallait aller plus loin. En fait, on n'est pas allé plus loin. 95 déjà, lui, le... Oui, c'est un chercheur, donc du coup, il a fait une étude empirique sur le terrain, remonté beaucoup d'éléments d'histoire et politique, un peu écouté certains témoins, et a fait un très bon papier qui mérite d'être lu. Donc, quand vous analysez les éléments, vous comprendrez qu'à la fin, ce mercredi 28 février 90, tout le monde redoutait le discours de Kérékou. Et quand il a dit qu'il accepte de mettre en œuvre de manière réaliste. Mais du point de vue de l'analyse politique, quand tu es un chef aussi cloué que Mathieu Kérékou, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il n'avait... Reculer pour mieux sauter, voir l'un commander coup. Mathieu Kérékou a utilisé l'expression. C'était la perfection dans la stratégie politique. Il a compris que de toute façon, il ne pouvait rien contre. Il était cerné de toutes parts. Un non plonger le pays dans le chaos. Alors il a fait quoi? Oui, il accepte. Il n'a plus de date. Il sait que de toute façon, il est encore là. Il est encore là. Puis il veut dire la transition. C'est parce que l'appareil politique du PPB a disparu. Parce qu'il n'a jamais réellement été performant. Sinon, si l'appareil était en œuvre... Après la transition, il enchaînait. Durant la transition, il a enchaîné. Parce que son score même, au premier tour, quand même, était pour quelqu'un qu'on a dit rejeté. Alors, donc, voilà pourquoi. Le fait que nous ayons adossé à 90, en disant que nous avons vaincu la fatalité, ça nous a joué de mauvais tours. C'est ça, pour ça que je dis. On a mal lu ces événements-là. Et 30 ans après, il importe d'éviter. Donc, la classe politique a été plus outillée, pour analyser les phénomènes. Dans un parti politique, ou dans un système, il y a ceux qui analysent. Il y a les groupes de réflexion et d'analyse. Il y a les laboratoires. On n'en a pas au Bénin, on n'en a pas en Afrique. On manque de vrais laboratoires qui analysent, qui font de la prospection, qui font de l'alerte parfois, qui font de l'accompagnement. On n'en a pas. Tout le monde veut tout faire, tout le monde veut être tout. Spécialiste de tout. Est-ce que parfois aussi, parce qu'on a des chercheurs qui ont de la cote à l'étranger, est-ce que c'est pas un manque de courage à l'interne, faire face aux chefs parfois pour des chercheurs, surtout tenus par l'État? C'est pas que les gens ne publient pas. Les hommes de sciences publient. Mais ils ne se positionnent pas. Il y a d'autres qui le font. Publier, oui, mais se positionner. Vous savez, les travaux des laboratoires d'analyse, une belle école à Bordeaux qui publie beaucoup de laboratoires pour qui publie. Nos docteurs, nos agrégés ont des laboratoires. Tout à fait. Les projets titulaires ont des laboratoires ici qui publient des revues scientifiques. Mais puisque même plonge trop dans la politique, on n'arrive pas à faire le distinguo entre l'homme de science et l'homme politique. Entre leurs alertes et leur position. C'est le problème. Sinon, on a des chercheurs au Bénin. On a des professeurs agrégés, des professeurs de grands magistrats. Ils sont là. Ils ne sont pas moins formés que ceux qui ont fait, je ne sais pas quelle école. Ils traitent d'égal à égal avec ceux qui sont dehors.
de n'importe quelle université, de leur âge ou de leur génération. Mais le problème est que, une fois au pays, ils plongent dans la politique. Et leur position ne reflète plus celle de la science, mais deviennent des positions des gens un peu trop engagés. Donc, l'empirisme qui doit faire éclore, qui doit faire naître la pensée scientifique, qui doit faire naître les réflexions utilisables par les politiques, disparaît progressivement pour laisser place à des papiers d'analyse politique. Donc, les laboratoires dont je parle, il n'est pas de créer le laboratoire pour le créer. Il existe. Il y a de vrais laboratoires qui vivent, qui naissent, qui publient. Et voilà. De là aussi à se poser une question. C'est vrai que dans la presse, on aime rarement s'auto-flageller, mais l'opinion ailleurs quand même, les alertes ailleurs quand même, c'est la presse. Ah non, ne tournez pas le rôle. Les médias ne peuvent pas jouer un rôle qui est dévolu aux hommes de science. Les médias peuvent alerter. Et ils alertent. Ils en ont fait même la bipolarisation de la vie, c'est-à-dire mouvance opposition, et qui se manifeste dans les médias, suffit pour régler la question de l'alerte. Chacun se surveille. Tout à fait. Donc, les médias jouent leur partie. Si on dit peu ou prou, peut-être incidemment, mais ils le jouent. Ils le jouent et ils l'ont joué. Ils l'ont même substitué aux partis politiques à plusieurs moments. Donc, on ne peut pas faire ce reproche aux médias de ne pas être à la hauteur. Les médias ont été à la hauteur. Moi, après, on va dire médias corrompus, médias comme le gars qui dit médias corrompus, il met combien dans les médias? C'est pas ce que coûte une presse. Ça part. Ce que coûte la télévision. Ce que coûte une radio. Ce que coûte publier un journal régulièrement. C'est un coût. Un coût mieux que les 20-25 000 qui donnent à des journalistes qui essayent de prendre je ne sais pas combien de pages d'articles. Non. Non, même quand on était plus jeunes, on connaît. En dehors de ce que les gens recevaient, comme peut-être contrat. Et donc, ce n'est pas aux journalistes qu'on donne l'argent, c'était aux patrons de presse qui ont leur entreprise et qui communiquent dans leur entreprise. On peut a priori dire ça. Sans commettre encore une grosse faute. Mais, les journalistes eux-mêmes, ils sont corrompus par quoi? Donc, non, les médias, il faut les laisser de côté. Les médias jouent leur... Je pense que c'est ceux qui ont le plus joué leur rôle dans ces 30 dernières années. Jouer leur rôle, je dis peut-être incidemment. Quand je dis incidemment, je règle le problème. Parce que, incidemment veut dire, c'est des gens qui, peut-être en servant une cause, ont alerté. Alertent sur les défenses de l'autre. Tout à fait. Sur les abus, sur la cause défendue. N'est-ce pas? Tout à fait. Attends, a raison, peut-être. Mais ils le font. Et donc, s'il y a trois camps, le camp de la mouvance, le camp de l'opposition, le camp de... Je suis des éclectistes. Pas centristes. Des éclectistes. S'il y a trois camps, les médias, en se posant dans les trois camps, auraient réglé le problème. La différenciation donc de la diversité de positions et de pensées. Donc, les médias jouent là. C'est au niveau scientifique qu'il y a des publications individuelles. Je vous l'ai dit, il y a des publications. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas tant au niveau de la publication. Le problème, c'est au niveau de la crédibilité de celui qui a publié. Et tout est bloqué. Alors, de là, quand même, à imaginer que finalement, le régime en place aujourd'hui était une programmation de nos défaillances. C'était devenu finalement inévitable d'aboutir à ça. On ne pouvait pas ne pas en arriver à la situation d'aujourd'hui. Regardez, il est resté constant. Le discours du Parti communiste du Bénin depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Lisez-les. Il y a des moments de calme, il y a des moments de douceur. Mais dans le fond, et sur la durée, le discours du PCB est resté constant. Depuis 1989. Ça n'a pas bougé. Parfois, parfois. Mais le fond est resté le même, un discours constant depuis 1989. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment meilleur. On a dit que l'argent devait notre maître. Là, on parlait donc de la période du PPB. L'argent devait notre maître, nous dit tous nos abus. On a parlé de l'administration politisée. On a parlé de la corruption. On a parlé de la concussion. On a parlé de quoi? Qu'est-ce que tu vois de reprocher à Soglo entre 91 et 96? C'est la même chose. C'est la même chose. Et entre deux tours de la présidentielle de 91, ce qu'un panel de candidats reprochait à Soglo, c'est la même chose. L'argent. L'abus du pouvoir. L'utilisation abusive du pouvoir. Donc, le problème qui se pose est là. L'élite qui a pris le pouvoir en 90 était différente de celle qui l'a remplacée. C'était absolument non. Les temps ont changé, les lignes ont bougé, le langage a évolué, chacun s'est adapté et on a repris. Mais nos élections étaient mieux organisées qu'avant? Absolument pas. Parce qu'il y a toujours des contestations. Toujours des contestations. On a dit qu'il était le ministère de l'Intérieur pour aller à la Sénat. Et malgré la Sénat, il y a toujours des contestations. Les blocages auxquels on a failli assister lors des élections locales de 2008. Le blocage auquel on a voulu assister lors de la présidentielle de 2001 devrait déjà nous montrer les limites du système. Voilà. Donc, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui est programmé? C'est pas programmé, ça ne peut qu'à... En fait, nous évoluions naturellement vers aujourd'hui. On a évolué durant les 30 ans vers aujourd'hui. En 2001, en 2006, on a pensé que c'était le moment. Parce que l'avènement de Boni Yahi sur la scène politique nationale, avec le ça doit changer, ça peut changer, ça va changer, était déjà un signe porteur de bonheur, enfin de prospérité. Au moins d'espérance en tout cas. Merci. Ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. On y a cru. Il fallait que ça change à l'époque. Surtout quand on a le diagnostic le plus parfait. Absolument. Oui. Mais avec le temps, ça ne changeait pas. Et ce n'était pas absolument la faute à Boni Yahi. Ça ne changeait pas parce que le système a fini par s'adapter à lui-même. Et quand on dit le système, c'est vous et moi. Ce n'est pas que l'appareil systémique gouvernemental, enfin des pouvoirs publics. C'est tout l'appareil du système social, communautaire. C'est-à-dire que quand l'oisif c'est qu'on s'occupe de lui et qu'il a moins de problèmes, pourquoi voulez-vous qu'il travaille? Pour se créer des problèmes. Pour s'en créer. Donc il préfère rester quoi? Gagner peut-être un peu mieux, mieux, mais quand même bien sa vie, que de gagner un peu mieux et de gagner moins sa vie. Parce que le mieux qu'il gagne est réinjecté dans des charges de souveraineté. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce dont je parle. Voilà, donc, tout le nœud du problème est là. Et la question aujourd'hui, c'est celui qu'il faut pour justement résister au système, à l'environnement, s'il le faut, casser même la dynamique que nous avons entretenue depuis, on va dire, depuis 1989, 1990 ensuite, à aujourd'hui, des éléments aujourd'hui qui indiquent effectivement que le système s'effrite, que l'homme résiste au système, que les temps changent. Est-ce qu'on peut les avoir? Quelques éléments. Non. Est-ce qu'il y a besoin de rabibocher les oreilles des téléspectateurs avec des choses qu'ils ont vécues, qu'ils voient depuis longtemps? Au jour le jour d'ailleurs, de toute façon. Mais, vous savez, je ne vais pas utiliser des langages de l'écriture simple. Mais avec mon ami Wissou Jangbedji, à un moment donné, on était partenaires sur une chaîne de la radio. Nous discutions. Il a souvent dit
voyais un certain personnage, une sorte de Jean-Baptiste, qui vient annoncer l'arrivée du Sauveur. Et nous nous amusions avec la formule. Jean-Baptiste qui vient annoncer l'arrivée du Sauveur. Mais lui n'est pas Sauveur. Et on est dans le mois de décembre. On est dedans en plein, en fait. Dans la liturgie catholique, on est dans la période de l'Avent. Tout à fait. Et la période de l'Avent, c'est la période qui annonce l'arrivée du Sauveur. La naissance du Sauveur. Pour le 25 décembre. Tout à fait. Bien. Ça, c'est au niveau de la liturgie du dogme catholique. Quand vous restez un peu plus général, je vous ai dit qu'en 2006, on y a cru. Les gens étaient peu exigeants vis-à-vis de Kérékou. Vous savez pourquoi? Non. C'était le marxisme-léniniste. En fait, le mandat donné à Kérékou en 1996, c'était un mandat contre Soglo. Le mandat donné à Kérékou en 1996 était un mandat contre Soglo. C'était pas un mandat pour que Kérékou vienne changer quoi que ce soit. C'est pas un mandat d'option. C'était pas un mandat d'option. C'était un mandat par défaut. Et surtout orienté contre. Quand vous allez les voir, on va revenir à l'histoire. Ceux qui se sont mobilisés pour que ce fût Kérékou le candidat d'un groupe de politiciens en perte d'électeurs ou de vitesse ou de moyens, ou en manque de moyens de l'époque. Il faut dire les choses aujourd'hui. Le temps est passé, on peut se permettre ces choses aujourd'hui. Frustré par le système en place. Frustré par le système en place, en perte d'électorat, et totalement dépourvu de moyens, ou pratiquement dépourvu de moyens. Ils nous ont trouvé en Kérékou le meilleur label. Pour renaître. Pour renaître. À travers ses ailes. Et Soglo leur a offert le boulevard. Il leur a fait par une série d'erreurs, de manquements. Pas d'erreurs. Les erreurs, il y a des manquements à la politique. La politique est un art. Quand on dit non, tel est un technocrate, mais la fin d'un technocrate n'a pas un petit président de la République. La fonction est trop sérieuse pour qu'on la confie à un technocrate. Quand vous êtes technocrate, et puis c'est quoi un technocrate? Vous avez mais tout le monde est technocrate. Celui qui a fait la science politique est technocrate. Il a une technique. Il a appris la technique de la gestion politique. C'est un technocrate. Ouais. À moins que la définition de technocrate. C'est me dit autre chose. Donc, l'expression que les médias ont l'habitude de dire, c'est un technocrate, c'est un technocrate. Alors, soit il est un néophyte à la politique, soit il est un enfant de cœur à la politique. Bon, encore que les enfants de cœur, ils apprennent au moins à tenir le calice. Enfin, c'est le calice, on appelle. Il était à aider il y a longtemps que je ne l'ai plus fait. C'est 40 ans. Donc, soit c'est un enfant de cœur, ou un néophyte en politique. Soit un vrai néophyte. Mais pas un technocrate. Le technocrate doit s'adapter à son contexte. Donc, le président Soglo, quand on l'a pris à la conférence nationale, il était en combat avec Adrien Mbedji. Un combat non déclaré, mais c'était clair. Adrien Mbedji, on le regarde comme le produit que la France a fait venir de Gabon pour prendre la place du Premier ministre. Ce n'était pas faux dans l'absolu. Ce n'était pas faux. On aura l'occasion de revenir. Peut-être pas aussi trivialement, mais dans les négociations, dans les échanges, dans les consultations, il avait plutôt le meilleur profil. Le gars qui a quitté le pays un peu pratiquement en serviette, comme lui-même le dit, condamné à mort, à la fois magistrat d'abord, procureur, avocat ensuite, il a l'argent, il s'est fait un peu d'argent au Gabon, les jeunes, à l'époque 49 ans, ou 48 ans, quoi encore. Donc, les conditions étaient remplies pour montrer que le système s'est ouvert. Et on dit non, la France là, il veut nous encore... Allez, on prend le gars très américain là. Et le président Soglo joue un peu au corps, bon, il avait son chapeau. Donc, c'est bien.
Mais après, il faut gérer le pouvoir. Après, il faut gérer le pouvoir, gérer les contradictions. Alors, quand le président Soglo n'a pas été en mesure de gérer sa majorité de circonstances qui lui a permis de prendre le pouvoir en 91 et les laisse partir pour élire Adrien Ngwedi, président de l'Assemblée nationale, alors, c'est la première faute. Et une première faute qui s'est prolongée en même temps, pas la deuxième. Mais bon, que je considère comme le prolongement de la première, en fait, qui n'est que quand il va former son gouvernement, son vrai gouvernement, pas le gouvernement de transition qu'il a formé lorsqu'il allait à Paris. Et il était malade. Non. En juillet 1991, quand il a fait former le vrai gouvernement, en juillet 1991, le président Soglo, fâché par l'élection d'Adrien Ngwedi, contre l'élection, enfin, à défaut, qui a été élu à la place de Joseph Keke, à la place de Joseph Keke, que lui voulait. Donc Joseph Keke était le candidat de Soglo. Mais qu'il a imposé presque à ses alliés, qui ont dit non. Et les alliés, c'était qui? À Bruno Moussou, Adrien Ngwedi lui-même, Robert Dossou, Séverin Adjovi. C'était quand même des pontes du système. Marcelin Dégbé. C'est soutien de première heure. Il a voulu leur imposer quelqu'un. Comme c'est ça ou c'est rien. En 91 déjà. Juillet 91. Il est rentré en juin. Devant des grâces. Alors, les gens sont repliés et ont fait appel à Maître Ngwedi. C'est toi qu'on va prendre. Donc Maître Ngwedi a été élu président de l'Assemblée nationale contre l'avis de Soglo. Avec une nouvelle majorité, ce groupe de concertation politique qui était censé soutenir l'action de Soglo s'est retrouvé contre lui, a formé un bureau de l'Assemblée nationale. Il n'a pas aimé. Et parce qu'il n'a pas aimé, en représailles, le jour de l'installation de ce bureau, il s'est déplacé pour s'assister. Feu Justin Tabatri Aoumanegbe, doyen d'âge, venait de passer quand même 5 mois en tant que doyen d'âge. 4 mois ou 3 mois. 3 mois. C'est-à-dire d'avril à juillet. Avril à juillet. Donc, il fallait qu'il passe la main à Adrien Ngwedi, qui vient d'être élu. Donc, l'installation officielle du nouveau président de l'Assemblée nationale, le président Soglo, a fait le déplacement le 29 juillet 1991. Et après la cérémonie, le président Soglo consulte Ngwedi de manière ouverte, consulte Ngwedi et ça son gouvernement. Puis on a dit il doit consulter le président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc, il a consulté directement, un peu en aparté. Le jour de son installation. Le jour de son, à Porte-Nouveau même. Et le gouvernement est sorti en même temps le jour-là. Et avec qui on a personne ne perdait. C'était le début de la bataille entre les deux. Une bataille qui était déjà lancée à la conférence nationale. Parce que les deux étaient les candidats pratiquement des deux camps. Tu vois, il était, mais il lui s'est replié rapidement. Donc les deux étaient d'un camp, le camp qu'on disait soutenir par la France avec Adrien Ngwedi, qu'on disait, la France n'a jamais pris position ouvertement. Mais on dirait que c'était le camp de la France. Quand je dis la France n'a jamais pris position ouvertement. Tout comme d'ailleurs les Américains n'ont jamais pris position ouvertement. On voyait en ces personnes. On voyait en ces personnes l'incarnation de ces camps-là. Donc, voilà comment ça s'est prolongé. Et ça a duré toute la législature. Cette bataille n'a réellement pris fin. N'a même jamais pris fin. On reviendra sur les relations entre le président Soglo et Maître Ngwedi. Ça mérite d'être... ça mérite une séance. On va consacrer ça mérite une séance parce que ça. C'est suffisamment amusant. Et à la fois drame, c'est une dramaturgie, en fait. Une tragicomédie. Hein. Tragicomédie. Oui, c'est une vraie tragicomédie. Ça mérite, enfin, une tragicomédie de la scène politique nationale. Ça mérite d'être compté.
Alors, on va consacrer. On est prêt, si notre spectateurs sont prêts, on est prêt à le leur compter. La tragique comédie Adrien Mbedji et Maître Adrien Mbedji. On revient un peu à cette époque-là. Donc, à partir du moment où le président Soglo a pris le pouvoir, comme je vous ai dit, il a cru qu'il a gagné. Qu'il pouvait se passer de ses soutiens. Qu'il pouvait tout manager. L'arrivée de Kérékou en 1996, par défaut quand on en parlait, elle va passer par là. Parce que il a multiplié des fautes. Donc je veux dire, la première faute est là. La deuxième faute, c'est justement penser qu'il peut gouverner sans les alliés. Aujourd'hui, on reproche au président Talon d'avoir une majorité. On parle de majorité mécanique. De chercher à reconforter les alliances. Ce n'est que la majorité. Vous ne pouvez pas gouverner sans majorité. Et une majorité claire, nette, avec une déclaration de... Vous échangez. Mais que c'est ça? Le BMP. Avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Talon a perdu la première grande bataille de son quinquennat, qui est la révision de la Constitution en avril 2017. Il a fait quoi? Il a élargi son camp. En homme de vision, politicien éclairé, il a élargi son camp. Il n'est pas allé en conflit. Il dit, j'en ai pris, je tire les conséquences. Un chef doit tirer les conséquences des batailles qu'il mène. Le chef qui ne tire pas les conséquences des batailles qu'il mène est un chef aveuglé qui fonce sans boussole droit vers l'abîme. Le président Talon a tiré les conséquences des batailles. Et c'est parce qu'il a tiré les conséquences de la bataille qu'il a pris du recul pour analyser le nouveau comportement qu'il doit. C'est là le tournant décisif de son quinquennat. Depuis là, nous avions un président qui était dans la logique d'un mandat unique, qui voulait réformer l'appareil en pensant qu'il pourrait le faire en 5 ans. En fait, il se croyait en transition. On lui a dit non, gare, on n'a pas besoin de transition. On t'a livré, on t'a donné un pouvoir sur la base d'une constitution très forte qui érige pratiquement le chef d'État monarque. Bon, le président jette ton pouvoir. Voilà ce qui lui a été dit en avril 2017. Il a dit, je tire les conséquences. Il a renforcé sa majorité. Le bloc de la majorité parlementaire. Et progressivement, il a fait passer ses réformes. À la date d'aujourd'hui, la seule réforme, à mon avis, qui n'a pu passer, il y a eu 2 ou 3 quand même, mais la réforme majeure, c'est celle concernant le mandat unique. C'est vrai, bon, la haute cour de justice n'a pu être la manière de composer les institutions n'a peut-être pas eu être. Mais, de manière globale, les grandes réformes politiques ont été faites. Grâce à la nouvelle majorité qui s'est donnée. Et on dit que c'est de la dictature. Et donc, quel est le cadre de la politique? Tout régime sérieux qui a envie d'avoir des résultats s'appuie sur une majorité au Parlement. Le pouvoir appartient au peuple. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Au moment où Theresa May, d'abord, l'arrivée de Theresa May comme Premier ministre était un accident. Mais elle venait gérer le Brexit. Mais le Brexit, c'était pas elle qui a conduit au Brexit. Elle est venue, mais elle n'était pas totalement, elle n'était pas dedans. Elle ne se sentait vraiment pas à l'aise. Et donc, alors c'était pas elle. Mais les jeux l'ont amené. Elle s'est heurtée. Celui qui est là a demandé à avoir la main, a d'abord suspendu le Parlement plusieurs fois, 2 fois déjà. Après, ils sont allés aux élections. Il a gagné, maintenant, franchement, nettement. Alors que toutes les opinions, criaient pratiquement, on va dire, à l'impopularité, celle-là, peut-être. Et si on aurait dit, oui, c'est pas notre antidémocratique, c'est le patouillage, c'est pas normal, le peuple est contre, la démocratie est en danger, on aurait sorti toutes les formules les plus criardes les unes après les autres, des incantations les plus horribles les unes après les autres, réciter un chapelet de récrimination, parce que on pense que un certain peuple n'aurait pas été, aurait été brimé. Mais il est où ce peuple? Donc, en Grande-Bretagne, aujourd'hui,
le Premier ministre a totalement la main pour conduire son Brexit. Et il a déjà dit, c'est cela, la politique. C'est ça. C'est pas l'angélisme. C'est la prise de décision. Et à chaque fois, on interroge le peuple. Le peuple, c'est pas les votes. Et après, on prend la main. Donc, le chef de l'État a évolué en prenant la main au fur et à mesure qu'il est bloqué. Il a trouvé les solutions qui lui permettent d'avancer sans toucher à la Constitution, sans modifier les règles du jeu. Il a évolué normalement. C'est ce qu'on n'a pas pu voir en 91 sous Kérékou, avec sous Soglo. Soglo a fait du forcing à chaque fois. De 91 à 93. Il a dirigé sans une tu es en conflit avec le président de l'Assemblée nationale. Comment tu vas faire partie de tel truc? Et quand il a été heurté, quand il a vu la délicatesse du système, de la situation, il crée un groupe parlementaire. Il fait créer maintenant, il tente de créer maintenant une majorité. Le groupe parlementaire Le Renouveau, qui s'est créé autour de Benjamin Paoletti, Théophile, chef du groupe, de Théophile, de Jean-Marie Young et autres, qui pensaient donner un nouveau souffle. À ce moment, c'était après la naissance de la Renaissance du Bénin en 92. C'est après, Mme Soglo a cru devoir créer le parti de la Renaissance du Bénin en 1992. Et puis bon, voilà, ouais, le chef d'État qui a été élu par des gens qui pensaient qu'il était technocrate. Du jour au lendemain, son épouse crée le parti. Après avoir créé l'association Vidolé, elle a créé ensuite son parti. Il y a rien contre, madame, si on doit ouvrir une page sur madame Viala Soglo, moi avec le temps et aujourd'hui on fait que chanter la loi. C'est une brave dame, hein, d'une Amazone, d'une femme de poigne, d'une femme de pouvoir, d'une femme de cœur. Je dirais beaucoup de bien de madame Viala Soglo. Qui s'est affranchie, on va dire. J'en dirais beaucoup, ça, il faut le dire. Mais l'analyste, implacable, obligé de dire la vérité et de ressortir les choses. Et à l'époque, on ne pensait pas vraiment le bien d'elle. Donc, je ne sais pas le temps, les contextes. Si on parle de ce temps-là, Mme Soglo avait la bonne côte. Quand on analyse tout, aujourd'hui tout globalement, elle a combattu le bon combat. En tout cas, dans notre arène, elle mérite vraiment qu'on lui fasse la différence. Moi, volontiers, je le lui ferai sans truc. On reviendra peut-être sur ça encore une autre fois. Pour le moment, quand elle a créé le groupe parlementaire Le Renouveau, de Vidolé, on est passé à la Renaissance du Bénin. Alors, on avait un pouvoir bicéphalisé. Il y avait le chef de l'État qui était dans sa dynamique et Madame la Première Dame qui était dans une autre dynamique. Et les deux dynamiques se choquaient, s'opposaient parfois. C'est bizarre. C'est un bicéphalisme qui mérite également qu'on s'arrête. On n'a pas tout le temps aujourd'hui. Donc, comme on a tout le temps, ici c'est un grand parcours. On jette un grand regard. Après on aura le temps de déceler un à un les éléments. On va déceler un à un les éléments. Donc, c'est un grand parcours, un grand regard. Sinon, non. Alors, madame de ONG est passée à partie. Le monsieur au pouvoir essaie de gérer ça. Bref, le groupe parlementaire Le Renouveau est créé. Mélie Melo, les amis de madame, les amis de monsieur. Voilà. Donc, il se fait que le gouvernement qui a suivi n'a pas tenu compte de tout le monde. Et patatras. Eh bien, quand le groupe parlementaire Le Renouveau s'est créé, vous savez ce que les gens voulaient faire? Destituer le président de l'Assemblée nationale. Tout simplement. Faute incompatibilité d'humeur. Incompatibilité d'humeur. Enfin, ils ne l'ont pas dit comme ça. Mais il fallait lui trouver une faute dans la gestion, dans sa gestion. Or, il a délégué son pouvoir au vice-président qui était Benoît Moussou. Il a délégué le premier mandat. Il ne prenait même pas ses primes. Il ne prenait même pas endaver ses émoluments du président de l'Assemblée nationale, sauf les primes, il a dit. Et on voulait lui trouver dans la gestion des failles pour le dire destitué. Il a fait un discours mémorable en octobre 1993 que la jeunesse mérite de lire et de relire aujourd'hui. Pour connaître les véritables fondements de la crise, des crises qu'on a connues aujourd'hui. Parce que ces crises datent d'hier. C'est Docteur Delofaton, je l'ai écouté avant, il y a quelques jours, je dis, la constitution de 93 était chrysogène, on l'a pas remise au goût du temps,
Tout simplement, on ne s'est pas arrêté pour dire, bien, 92 là, vous savez ce qui aurait dû être fait normalement en 90. C'était une transition de 3 à 5 ans. Et quel coup l'a préconisé. Mais le risque était que qu'il l'a dirigé. Plus c'est long, plus ça s'enlise, et plus le gars reprend la main. Et donc on a voulu tout faire vite. Un an. Ça a son avantage. Ça a son inconvénient. Puis 5 ans après, on est allé reprendre le même. Pour 10 ans. Donc, il n'y a pas eu le temps d'assurer une belle transition. Ceux qu'on pensait être les nouveaux, qui allaient asseoir la démocratie, l'ont confisqué. Ils nous ont conduit à la crise qui a conduit au retour de Kérékou en 96. Et Kérékou a géré son pouvoir en 10 ans. Pas grand mouvement, pas de tumulte. On a poussé un peu quelques pions, on a remis quelques trucs au gré du jour. Voilà. 10 ans de tranquillité. Mais 10 ans pour se régénérer, tout au moins politiquement. Et puis après, la grande transition de renouveau a commencé avec Yahya Boni. Il a dit, on doit changer. On va changer. On n'a pas changé. Il a tenté. C'est qu'après, il a dit, bon, je n'ai pas gagné. Hein, parce que le verre était dans le fruit. On ne peut pas avoir de changement si on ne touche pas l'appareil lui-même, ou socle, la Constitution. Il faut refonder la République. Qu'est-ce qu'il a dit en 2011? Il n'a pas pu refonder la République. Plus, il y a eu les crises qui ont commencé en même temps avec son second mandat. Donc, on en est là, quand le talon est arrivé. Et 4 ans après le talon, avant que le travail est fait, que le job est fait, que les choses semblent être à l'endroit, qu'on remette certaines logiques retrouvent leur place. On est loin encore de terminer. Alors, donc, les agitations d'aujourd'hui doivent trouver leur fondement dans les problèmes mal résolus, les compromissions, les atermoiements, les démissions du passé. Ce n'est pas d'aujourd'hui, il faut les chercher. Voilà, donc, on a l'occasion, je pense qu'avec les 30 ans de la Conférence nationale qu'on va aborder en début d'année, on va essayer de trouver des personnalités témoins, confrères, anciens confrères, hommes politiques, en tout cas tous ceux qui souhaiteraient venir éclairer les lanternes, il va falloir les rechercher pour les amener aussi, pour dire aussi leur part de vérité de ces moments-là, parce qu'ils ont l'obligation de clarifier, d'éclaircir. Il faut qu'ils expliquent certains choix. On ira à leur rencontre. J'espère qu'on aura, on va dire, la chance d'avoir des gens comme Pierre Tiongchen notamment, qui ont pu vivre, diriger, pour certains en tout cas, qui ont pu vivre ces temps-là, pour qu'ils puissent, on va dire, nous donner leur part de lecture des temps qu'ils ont pu vivre. C'est vraiment le souhait, parce qu'il y a vraiment des liens à faire. Il y a à mieux maîtriser le passé pour mieux, il y a à bien maîtriser le passé pour mieux appréhender le présent, afin de mieux entrevoir l'avenir. C'est vrai que ça va vite, hein, d'une élection à une autre, d'une petite crise à une autre. On n'a souvent vraiment pas le temps de tourner le regard vers derrière. Alors, on va vous demander de conclure cet entretien quand même qui, par la force des éléments de l'histoire que vous savez, on va dire déceler, nous a quand même pris une heure. Concluez cet entretien. Est-ce qu'on peut conclure? Pas évident puisqu'il est encore ouvert. Dire un mot pour s'en arrêter en attendant dimanche prochain. Il est encore ouvert. Il est encore ouvert. Je répète ce que j'ai dit. On est obligé de jeter un regard sur le passé pour mieux appréhender. Et pour bien appréhender le présent, afin de mieux planifier le futur. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, le président Talon, il est venu comme un sauveur du pays, de la patrie, de la nation. Mais c'est peut-être pas comme le sauveur. On a vu Boni peut-être comme l'éclaireur, Boni comme le sauveur. Peut-être pas. On ne connaît pas encore l'après Talon. Mais ce qui se passe depuis l'arrivée du président Talon, c'est le fait d'être concret. C'est ce courage de dire assez. Assez les atermoiements, assez les compromissions, assez les tergiversations.
assez les bavardages, assez la jouissance facile du pouvoir. Je pense que c'est son courage à lui. Et il n'a pas à rougir ou à noircir, il n'a pas à s'en prendre d'être un homme déjà à l'aise. Peut-être que c'est ça qu'il fallait bien. Un homme qui a joui d'une certaine aisance financière et dont les regards ne sont pas portés vers les intérêts du pays. J'ai entendu des jeunes, la dernière fois, dire, oh, mais la jeunesse est laissée pour compte, il faut compte. J'ai dit, mais mon Dieu, mais ce que le président Talon fait aujourd'hui, c'est pour qui? C'est pas pour les vieux. Moi-même qui ne me compte pas parmi les vieux, je regarde combien de temps j'ai encore à profiter. Parce que on a mis en place le système partisan. Je ne suis pas membre, j'étais militant. Mais la nouvelle fonction fait que je ne me suis pas engagé dans un parti. J'avais bien envie d'être aux commandes d'une cité. Pourquoi pas diriger? Je vois des jeunes comme moi, des plus jeunes, même ceux qui pourraient bien être des enfants, sont se positionner aussi. Tout à fait. Donc, le président travaille pour la jeunesse. Regardez nos maires, certains des maires, regardez les députés. Mais c'est des jeunes. Les nominations. Des jeunes au gouvernement. Il n'y en a pas moins de 4-5. Les nominations. Tout à l'heure, je regardais Abdou Diouf, El Hadj Diouf et le président et le ministre Omeki. Mais regardez, c'est la jeunesse. Regardez. Alors, quelle jeunesse va... Ils ont oublié qu'il y a eu des jeunesses engagées. On a eu le MAP avec la Jean Victor. Il ne faut pas l'oublier. Et avant, il y a eu les Fakonde Azaria, les Robert Dessous avec la FIANF. On les a eu dans les fédérations anciennes. Simon, même il fait de Ogouma, qui était du PPB, a fait la FIANF. Beaucoup d'eux. Encore que vous le rappelez, Mboyi n'a pas commencé. Mboyi a fait quand il était procureur. Il a dit. Donc, la jeunesse a toujours été aux affaires. Mais pas celle qui dort. Elle doit être dynamique. Et ce que fait le président Talon, c'est d'ouvrir de nouvelles brèches, de nouvelles voies à la jeunesse. À elle de s'en saisir et de se prendre en charge. Quand la jeunesse prend... La jeunesse ne peut pas considérer aujourd'hui l'outil qu'est le web, quels sont les réseaux sociaux, les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui, le développement du numérique, comme un passe-temps, hein, comme un instrument d'injure. Non, c'est un instrument de développement. Je dis, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, mais vous disposez en votre main un outil essentiel, un pouvoir, un moyen de votre auto-emploi. Mais beaucoup ne le savent pas. Nous avons aujourd'hui un ministère de la digitalisation. Et nous allons faire un tour vers là-bas. Dirigé par une dame, brave dame, qui était à la communication, une jeune dame. Donc, ce que moi je dis, c'est que le président Talon ouvre des brèches, offre des pistes, défraie des sentiers, balise le terrain. Est-ce que la jeunesse n'a pas compris qu'elle doit sauter dans le laboratoire de ses enfants? On a dit creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place sur la terre, ne tout retourne. Mais les gens connaissent qu'il y avait des choses. Ils ont fait. Mais quand ils ont fini, vous comprendrez que le travail est un trésor. En réalité, le trésor qui est caché, dont parlait de laboratoire à ses enfants, c'est en le travail. C'était pas le lingot d'or, ce n'est qu'en travaillant. Mais c'est ça, ce que le président Talon est en train de faire aujourd'hui. Et que vous ayez... Aujourd'hui, on n'est même plus dans ceux qui ont soutenu, ceux qui n'ont pas soutenu. On est dans ceux qui ont une vision prospective de notre État, ceux qui ont envie que ça marche. Ceux qui ont quelque chose à offrir. Ceux qui ont quelque chose à espérer. Pas ceux qui regardent dans le rétroviseur, mais ceux qui regardent devant. Je pense que c'est ceux-là aujourd'hui qui font le bénéfice demain. Donc, s'il faut conclure ou bien ouvrir de nouvelles perspectives à notre prochain débat, moi, je dis une chose. Il appartient à chaque Béninois de penser ce qu'il doit faire pour que la nation se retrouve demain mieux qu'aujourd'hui. Mieux qu'aujourd'hui. Et que nous corrigions les failles qui font que nous n'avançons pas. Quand des possibilités s'offrent donc, ceux qui rêvent et savent agir en même temps sont les gagnants. Merci beaucoup. Le décryptage de la semaine politique. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforika. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs. Ne l'oubliez pas, hein, nos plateformes se renforcent jour après jour. Au-delà de Facebook, de YouTube, vous le savez bien,
Même les langues ne peuvent plus être la barrière. Il y a Etele Fongbe. Faites-y un tour. Merci beaucoup. À dimanche prochain.